Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Et pour cette vue de haut, je suis accompagnée par Richard de Sèze. Merci Richard d'être à nouveau avec moi pour cet entretien. Nous recevons Guilain Benessa, vous le connaissez chers auditeurs, docteur en droit public, avocat et philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de plusieurs ouvrages sur l'état de droit et dernièrement On marche sur la tête, coécrit avec Guillaume Bigot et le tout aux éditions de L'Artilleur. Bonjour Guilain Benessa, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte, bonjour. Alors, nous avons voulu vous recevoir aujourd'hui avec Richard pour parler d'un sujet froid mais ô combien important. Voici la thématique, je vous l'avais déjà annoncé, chers auditeurs. La volonté des Français est-elle vouée à se heurter au poids des institutions juridiques ? Sujet inspiré notamment par les récentes déclarations, prises de position, décisions de Donald Trump. On l'a vu, beaucoup expliqué qu'il finirait par se heurter aux textes, aux lois. Et puis finalement, il semble quand même tracer sa route. On s'interroge, la même chose est-elle possible en France et en Europe ? Richard de Sèze, je commence par vous laisser la parole. Merci Liselotte. Bonjour Guilain. Justement, on va commencer par ne parler ni des Français ni de l'Union européenne. Donald Trump a, dans un geste dramatique, au sens anglo-saxon du terme, signé des dizaines de décrets face au peuple de son écriture inimitable. Et en fait, beaucoup de ces décrets sont anticonstitutionnels. Et est-ce que la manière de faire de Trump est une attaque dirigée contre le système législatif en place aux États-Unis qu'il veut faire évoluer, ou est-ce qu'il y a un effet d'annonce qui en fait va se perdre dans les sables ? Alors déjà, bonjour Richard, et merci pour cette question parce c'est le fond de l'affaire. C'est-à-dire que Donald Trump, en quelques minutes, en quelques jours, il résume le conflit que nous vivons, et on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on peut encore agir ? Et il le fait à heure de grande écoute parce qu'en multipliant les signatures, on a le sentiment qu'il est en train de mettre en place un arsenal, je veux dire, énorme, et la question va se poser très bientôt du conflit avec les autorités judiciaires. Alors pour vous répondre, en fait, je voudrais remonter dans le temps de 8 ans et revenir au début de Donald Trump, donc en 2016-2017, où il avait déjà signé une batterie de textes, dont le fameux Muslim Ban, qui était une interdiction à un ensemble de musulmans venus de pays, on va dire, à domination musulmane, de venir sur le territoire américain. Et ce qui s'est passé, c'est que ce texte, auquel Donald Trump tenait particulièrement, il n'était pas le seul dans son administration, s'est heurté petit à petit au pouvoir des instances judiciaires, c'est-à-dire aux tribunaux des différents États. Donc, je rappelle, un État fédéral comme les États-Unis, en fait, on a beaucoup de mal souvent à le comprendre en France. État vieil, État unitaire, comme on en est un depuis maintenant longtemps, ça fait que chez eux, il y a une déconcentration de l'autorité, une déconcentration du pouvoir, ce qui fait qu'à la fois Donald Trump a, on va dire, plein de pouvoir, je reste un peu flou, volontairement, et en même temps, les tribunaux jouent un rôle fondamental à chaque niveau, c'est-à-dire les tribunaux locaux, la Cour suprême de chaque État, la Cour suprême fédérale, etc., pour contrôler l'action de l'exécutif, on va dire, et contrôler la légalité, voire la constitutionnalité surtout, des ordres donnés, des executive orders en l'occurrence, des textes en général, etc. Maintenant, donc ça veut dire que le bras de fer commence et qu'il est possible, il est probable qu'un certain nombre de textes soient retoqués par des tribunaux et que certaines décisions soient reprises et que Donald Trump doive réécrire sa copie. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il faut comprendre que ce que fait Trump en accumulant les textes, c'est qu'il tente le coup en disant « tant pis pour l'inconstitutionnalité potentielle, j'y vais quand même ». Et en fait, le « j'y vais quand même » est exactement ce que nous ne faisons jamais. Nous avons pris l'habitude de nous dire, en fait, d'ingérer, de somatiser avant même que le juge nous interdise de faire. On dit, écoutez, finalement, vu qu'on sera censuré quoi qu'il en soit, autant ne rien tenter, il y a bien quelqu'un qui va mettre en pièces ma volonté. Ça, c'est notre raisonnement. Trump, c'est l'inverse. Il dit, je suis élu, je suis légitime, j'ai les pouvoirs, je suis commandant en chef des armées, je prends mes dispositions, vaille que vaille, on verra bien quel sera finalement le retour, l'application, les résistances des tribunaux, etc. Je pense que là-dedans, il tente un mano à mano, ce fameux bras de fer, il a entamé. On va voir ce que ça va donner, mais il a raison de le faire comme ça, parce que s'il ne le fait pas, s'il ne le tente pas, ça veut dire que de toute façon, il est muré dans un immobilisme qui est, je sais, le nouveau veau d'or, je veux dire, de tout le monde. Ne faisons jamais rien, laissons les juges tranquillement juger et tailler en pièces la volonté présidentielle. Au fond, vous savez, chez nous, ça paraît logique. Ça s'appelle la 5e République de Emmanuel Macron.
on ne fait rien, puisqu'on sait d'avance que le Conseil constitutionnel, les juges européens, la Commission européenne vont tout tailler, donc autant de rien faire et attendre la mort. Donald Trump, manifestement, n'a pas trop envie d'attendre la mort, il préfère tenter le coup et il verra comment ça va réagir. Et pire encore avec Emmanuel Macron, quand une loi ne lui plaît pas, c'est lui-même qui saisit le Conseil constitutionnel pour faire en sorte qu'elle soit invalidée. Et Absolument. Vous avez raison sur l'immigration, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le président de la République avait voulu faire du Conseil constitutionnel le censeur pour couper la loi voulue par l'exécutif, en l'occurrence par Darmanin. Vous avez tout à fait raison. On se tire une balle dans le pied, même quand on n'a pas franchement besoin. Alors, il y a en France donc une hiérarchie des normes et il y a là aussi plusieurs domaines réglementaires, plusieurs institutions judiciaires. Il y a malgré tout une possibilité pour l'État d'agir qui est de ne pas passer systématiquement par le législatif le plus médiatique, la loi machin, la loi truc sur l'immigration, sur la pauvreté, sur la fin de vie, mais en fait de diriger le pays par décret, par règlement, autrement dit, quelque chose qui échappe normalement au pouvoir des juges et qui permet au niveau préfectoral et à d'autres niveaux de changer les politiques réelles mises en œuvre. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus couramment employé en France ? Alors, une partie de votre énoncé est juste, l'autre, si vous voulez, il faut prendre les choses à l'envers. Je ne suis qu'un journaliste. Non, pas du tout, Richard, c'est pas ça, c'est que nous avons des juges officiels ou des juges connus qui sont les repoussoirs du politique le plus souvent. C'est le Conseil constitutionnel, évidemment, qui est présidé par Laurent Fabius. D'ailleurs, par les temps qui courent, nous discutons actuellement de la potentielle, enfin des noms, des successeurs possibles de Laurent Fabius en mars, puisqu'il quitte l'institution. On en reviendra peut-être dans une autre émission, mais cette question de la succession de Laurent Fabius est absolument fondamentale. C'est sûr que si c'est pour avoir Richard Ferrand à sa place, voilà. Toutes les craintes sont permises. Exactement, si on a Richard Ferrand, et manifestement c'est le favori d'Emmanuel Macron, mais juste petite incise, il y a Richard Ferrand, mais les autres dans la barque ne sont pas franchement plus sur une autre ligne, je veux dire qu'une bonne vieille ligne du Conseil constitutionnel qui est une ligne de censure du pouvoir politique. Hein. Les autres, à mon avis, c'est kiff-kiff, ils viennent du Conseil d'État, et le Conseil d'État, qui est le plus haut juge administratif français, c'est l'institution qui, depuis 30 ans, guide, on va dire, l'action administrative, qui est une action de réception, de respect absolu, le petit doigt sur la couture du pantalon, de tout ce qui vient de l'Union européenne. Donc, j'ai des doutes de mettre un suppôt de l'UE au Conseil constitutionnel aujourd'hui, après Fabius, ça ne changera pas franchement grand-chose à l'affaire. Maintenant, ce que je voulais dire par là, c'est que j'entends souvent cette musique qui est de dire, et vous l'avez dit, Richard, je ne suis pas en désaccord complètement. Il y a un domaine réservé aux réglementaires pour agir sans attendre la grande loi à chaque fois, pour éviter un peu ce type de choses. Maintenant, il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'un règlement, qu'un décret s'applique, il est susceptible de faire un contrôle de subir le contrôle du juge administratif. Ça veut dire que l'arrêté préfectoral ou l'arrêté ministériel, il est de toute façon susceptible d'être contrôlé, notamment par le Conseil d'État. Et la Cour de cassation, de son côté, joue aussi un rôle dans d'autres domaines. On va dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur une autre branche et un autre terrain du droit. Ce qui veut dire que les tours de contrôle global, Conseil d'État, Cour de cassation et évidemment Conseil constitutionnel s'auto-alimentent dans ce qu'on appelle très souvent en droit le dialogue des juges. Et je dis souvent, c'est un joli mot inventé de façon très artificielle et très pseudo-poétique, ce dialogue des juges, pour en réalité masquer la vérité qui est que toutes ces tours de contrôle, qu'elle aille du Conseil constitutionnel en passant par le Conseil d'État jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne ou la CEDH, parlent progressivement la même langue. Ça veut dire que si on ne comprend pas que la grammaire est la même, qu'il y a juste quelques différences d'orthographe, si je puis dire, de toute façon, soit vous respectez un morceau, et c'est-à-dire le tout, soit vous ne respectez rien. Mais il n'y aura pas d'autre manière de faire que de prendre le problème globalement, parce que sinon, vous voyez, on joue le coup de l'interstice, là où de toute façon, à un moment, la porte se referme, il y aura toujours un juge pour vous dire, vous n'avez pas le choix, vous devez tout respecter, parce que vous savez, l'état de droit, le fameux état de droit, c'est le respect de la hiérarchie des normes qui part de la Commission européenne jusqu'au juge français. Si on n'a pas compris qu'aujourd'hui l'état de droit c'est le tout, on n'arrivera pas à s'en sortir parce qu'un trou de souris ne suffira pas. Soit on dégage le tout, soit on dégage rien du tout.
Alors, Guilain Benessa, ma question va être assez longue. Vous disiez tout à l'heure que Donald Trump, s'il pouvait avancer et imposer ses choix politiques, c'est parce qu'il se sentait légitimement élu. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui, je pense, a compris que lui n'était plus aussi légitime qu'il le souhaiterait. Vous l'avez dit, systématiquement, il saisit le Conseil constitutionnel. C'est devenu un outil pour compenser ce manque de légitimité. Derrière, donc, il se cache derrière le petit dictateur Laurent Fabius. Et puis, on a ce fameux Laurent Fabius qui lui-même d'ailleurs met en garde contre une crise démocratique. Bon, on comprend bien toute la scène. La solution, est-ce que c'est pas finalement rétablir une distance et une rupture claire entre ce pouvoir juridique et le pouvoir politique? Bien sûr, pour ça, il faudra un président légitime pour commencer. En fait, je vais paraître peut-être décevant et comment dire, Jamais. Non, mais je veux dire, c'est parce que je ne crois pas au grand soir et je ne crois pas aux grandes révolutions. Je crois de plus en plus qu'on a des outils à disposition, il suffit de les utiliser. Je m'explique. La semaine dernière, je ne vous cache pas, je me retapais la lecture du chapitre du C'était de Gaulle de Perfit, consacré à la réforme de 1962, qui est la grande révision du général de Gaulle sur l'élection du président au suffrage universel direct. À l'époque, personne n'en voulait. Lui, il voulait absolument. Et il y a donc un débat en Conseil des ministres. Voilà, enfin, et c'est un autre niveau que Gabriel Attal, Michel Barnier et les gens d'aujourd'hui. Faut quand même pas déconner, quoi. Soyons sérieux 2 secondes. Là, on a des gens qui, sous l'égide du général de Gaulle, discutent de ce que le président a ou non le droit de faire. Alors, premièrement, le niveau de la discussion est ahurissant par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Les modalités d'action sont ahurissantes, c'est-à-dire qu'en gros, le général de Gaulle dit « le Conseil constitutionnel, je m'en fiche », avec une réflexion, je veux dire, beaucoup plus profonde que ça, mais une vraie réflexion à la clé sur ce qu'est le droit et ce qu'est la politique. Je veux dire, c'est une vraie réflexion globale où chacun donne son avis. C'est pas un Conseil des ministres sanglé, c'est au contraire une discussion en bâton rompu sur ces modalités. Et troisièmement, le choix voulu en 62 est de dire le Conseil constitutionnel ne pourra pas censurer la révision voulue par le général de Gaulle parce qu'il n'osera pas rentrer en conflit avec la volonté des Français. Ça veut dire que si vous faites un référendum sur l'élection du président au suffrage universel direct, si les Français disent oui, selon le général de Gaulle, le Conseil n'osera pas sortir du bois et tailler en pièces sa volonté. C'est une discussion extrêmement précise sur ces questions. Je dis ça pourquoi ? Parce que vous me demandez, Liselotte, comment faire pour séparer le bon grain de l'ivraie, si tant est qu'on sache encore où est le bon grain, mais admettons, c'est-à-dire de penser la ligne de démarcation ou l'espace entre, d'un côté, ce qui relève du politique, c'est-à-dire de la décision, la prise de décision, le risque, si je puis dire, d'autre part, le contrôle. Parce que qu'est-ce qu'un juge ? C'est un organe de contrôle au sens de la théorie de ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire que le juge contrôle l'action politique. Revenons à des choses simples. Aujourd'hui, le juge ne contrôle plus l'action politique. Le juge censure, oriente et guide l'action politique à tel point que l'action politique n'est plus une action. Elle est en fait une espèce de restant, vous voyez, comme disait Deleuze d'ailleurs, je crois, une sorte de... C'est juste qui reste un peu à la discrétion du politique, qui ne peut plus grand-chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que fait Donald Trump aujourd'hui, et je fais le lien parce qu'à mon avis c'est fondamental, c'est qu'il dit la légitimité dont que j'ai, moi, président de la République, ou président des États-Unis, cette légitimité qui fait qu'il a les grands électeurs, le vote populaire, qu'il a la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, il dit quoi ? Il dit, fondamentalement, ma légitimité ne saurait se heurter à la volonté de quelques-uns qui, certes chez eux, les juges, sont souvent élus, mais n'ont pas la puissance de feu légitime qui est celle du président des États-Unis. Ça veut dire qu'en France, pour moi, un président nouvellement élu, d'accord ? Je vais me permettre de faire du François Hollande dans le texte, moi, président de la République. Sourions un peu en ce matin, Liselotte ou Richard. Ça me fait toujours sourire, François Hollande. Exactement. Alors, continuons. Moi, président de la République, je n'aurais pas, comme François Hollande, fait toute une salve ensuite de petites phrases sur la finance ou Nicolas Sarkozy. J'aurais dit, moi, président de la République, je n'ai pas à respecter un organe illégitime qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Le Conseil, en réalité, aujourd'hui, est devenu illégitime. Il a fabriqué un raisonnement et une batterie de jurisprudence qui n'ont juste pas à s'appliquer du tout. Ça veut dire qu'un président qui dirait
Le Conseil, paraît-il, va censurer ce que je vais faire. Mais je m'en fiche. Je ne vois pas, au fond, en quoi ça l'empêcherait. Ça s'appelle la France du général de Gaulle. Alors évidemment, on n'a plus l'habitude de penser comme ça, parce qu'on a pris l'habitude de voir le Conseil sortir du rôle qui était censé être le sien. Il n'empêche, à un moment, si vous ne ramenez pas le chien dans sa niche, ça ne servira à rien. Et je dis ça d'ailleurs à dessein, et j'arrêterai là, parce que vous savez, la formule de Michel Debré était la suivante. Michel Debré, ministre du général de Gaulle, Debré disait « Le Conseil constitutionnel, c'est le chien de garde du pouvoir exécutif ». Ça veut dire que le Conseil constitutionnel devait protéger, ni plus ni moins, la puissance de feu de l'Élysée et du gouvernement. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça signifiait. Ça veut dire que le juge devait être à la solde du pouvoir. Aujourd'hui, aux ordres, à défaut d'être à la solde. Aux ordres du pouvoir, oui, c'est-à-dire, en gros, s'assurer que l'exécutif puisse agir. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, on a pris l'habitude de penser que le Conseil constitutionnel est le censeur de tout ce qui sort de la politique, le censeur des lois, l'arbitre, je veux dire, d'absolument tout. Vous vous rendez compte de la petite vérole qui a gangréné le pouvoir pour qu'on en soit aujourd'hui une situation qui est ubuesquement l'exact contraire que ce qu'elle est dans le fonctionnement et dans les textes de notre 5e République en 1962. Donc moi, je propose une chose toute simple. On en revient à l'esprit et à la pratique de ce qu'on faisait en 1960. Ça s'appelle la 5e République. C'est quand même pas très compliqué à apprendre. Et à mon avis, c'est moins compliqué à mettre en place qu'on ne l'imagine. Par contre, le risque est majeur et le courage doit être fondamental. Ça, on n'y arrivera pas sinon. Dans ce que vous dites, Guilain Benassa, on voit bien qu'il y a dans l'exercice du droit, en fait, une théorie du droit. Si le Conseil constitutionnel aujourd'hui prétend être le censeur de l'exécutif et même de la présidence, c'est parce qu'il a une conception de la démocratie qui n'est plus celle de la démocratie de 1960. Et est-ce qu'il y a en France une école de constitutionnalistes, originalistes, comme aux États-Unis, c'est-à-dire qui considèrent que on peut légitimement, légalement, revenir à l'esprit de la Constitution de 58 et, comme vous le disiez, se débarrasser de la jurisprudence? Je vais vous répondre juste par une formule qui n'est pas de moi. Je vous raconte ma vie, mais quand j'ai soutenu ma thèse, un professeur de droit qui, à mon avis, n'est pas du tout idéologiquement sur une ligne parfaitement, on va dire, gaullienne, de loin pas d'ailleurs, m'a fait cette phrase que je n'ai jamais oubliée, m'a dit « Tu sais, Guilain, tout juriste à la base doit être un conservateur. Et au fond, tout juriste est un conservateur. » Alors, je m'ai frappé à l'époque et je m'étais demandé pourquoi. Parce que j'avais compris que le texte ne se modifie et ne s'interprète qu'avec une prudence de sioux. C'est-à-dire que théoriquement, nous devrions être les gardiens du temple. C'est-à-dire que un juriste est quelqu'un qui se rappelle que les textes sont nés dans la douleur et que la plupart du temps, la loi n'est pas les vraies lois. Je ne parle pas des lois bidons votées en 5 minutes, je veux dire, qu'on oublie aussitôt rédigées. Je parle des grands carcans ou des grands cadres fixés. Ils ont été fixés dans la douleur et la difficulté et la rigueur d'une composition, d'une articulation, d'une réflexion extrêmement profonde. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Constitution a été rédigée par des juristes aussi brillants que Léon Noël, Marcel Prélot, évidemment Michel Debré, le général de Gaulle lui-même, qui a beaucoup plus participé, qu'on l'a dit à l'époque, à l'équilibre de nos institutions, avec une réflexion extrêmement profonde issue des comparaisons avec d'autres constitutions, de la pratique en Allemagne, de la pratique en Angleterre, de la question de l'état de droit. Vous voyez, c'est minutieux. Notre Constitution est, pour moi, pure et parfaite dans ses équilibres initiaux. Je dis ça, vous me demandez aujourd'hui quelle école ou y a-t-il des juristes sur cette ligne? Je vous répondrai sans franchement, ce n'est pas une formule toute faite. Je répondrai que n'importe quel juriste sourcilleux et sérieux devrait être sur cette ligne. Pourquoi? Parce que ce qu'a fait le Conseil constitutionnel depuis 1971, dans sa fameuse décision de liberté d'association, où il s'est inventé grand gardien des libertés fondamentales, le Conseil constitutionnel a mené un coup d'État dont on ne va peut-être pas parler aujourd'hui, mais un coup d'État. Il a modifié l'équilibre du régime petit à petit et il a donné naissance à ce qui est devenu la marotte du jour, qui est l'état de droit. En fait, on s'est mis à penser que par-dessus tout, il y avait forcément un juge et que sans qu'il y ait un juge par-dessus tout, nous n'étions pas dans un vrai état de droit. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas le Conseil constitutionnel tout en haut de l'articulation, de la construction de cette pyramide, on a l'impression que nous ne sommes plus un état de droit. Or,
Et vous disiez tout à l'heure, Richard, la démocratie, cette conception de la démocratie a changé. En fait, ce n'est pas tant, selon moi, la démocratie qui a changé, c'est que nous ne vivons plus en démocratie. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'Union européenne soit une démocratie. Je ne crois pas que la France soit encore vraiment une démocratie, pas au sens originel du terme. Je ne crois pas que cette démocratie pure et parfaite, si tant est qu'elle existait, existe encore. Je m'explique. Si nous n'arrivons pas à nous rappeler que dans nos propres institutions, les articles fondateurs constituent cette formule toute sacramentelle, si je puis dire, qui est la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cette formule, qui est au frontispice de notre Constitution, marque la fondation même de ce qu'on appelle souvent la démocratie populaire ou la souveraineté populaire. Ça veut dire que nos institutions sont fondées à la fois sur la pyramide des normes, incontestablement, mais aussi sur la souveraineté populaire qui se matérialise notamment dans le choix du président par le suffrage universel direct. Ça veut dire, pour faire très court, ça veut dire que nous avons mis en place, ou nous avons laissé que soit mis en place, insidieusement, à l'intérieur même de nos institutions, une pensée magique visant à remplacer la démocratie par l'état de droit, à remplacer le président par le président du Conseil constitutionnel, à remplacer l'action politique par le pouvoir du juge. Le président qui dira « j'ai lu mon texte, j'ai le droit de le faire parce que je suis légitime », devra mettre en place une action de correction qui est de rappeler que la démocratie est supérieure à l'état de droit et que l'état de droit grossissant comme une boule à facettes que nous connaissons est totalement illégitime parce qu'il a été fabriqué par des juges illégitimes, choisis par un président de la République souvent à moitié illégitime, au détriment de la souveraineté populaire. C'est pour moi limpide, c'est simplement une lecture rigoureuse, minutieuse, respectueuse de ce qui s'appelait il y a 80 ans la Ve République. Et je finirai juste en disant toutes les révolutions que nous appelons de nos voeux, ou qui les appellent de leurs voeux, c'est-à-dire la 6e République, que j'entends souvent mentionner à droite à gauche, il paraît que 70% des Français seraient favorables à une 6e République, qu'on ne se trompe pas. La 6e République sera la victoire des partis, la tyrannie des partis, la médiocrité parlementaire, la médiocrité des petits hommes gris et des fonctionnaires. Ça s'appellera ce qu'on a déjà connu, qui s'appelait la 4e République, voire la 3e en partie. Nous ne nous sortirons pas en rajoutant des mots, là où nous avons déjà tellement de mal à décider et à faire. Guilain Benessa, vous vous êtes beaucoup penché sur cette question des référendums et c'est un peu ce qu'on comprend aussi derrière vos mots. Récemment, on a eu des élections législatives qui, aux yeux de beaucoup, sont passées en quelque sorte pour un référendum et on l'a très bien vu, les Français ont eu beaucoup de mal à se départager. Est-ce que vous pensez que c'est une solution là où on voit que ça a plutôt tendance à créer de l'instabilité politique aujourd'hui ? La solution, vous voulez dire de pratiquer le référendum ? Alors, oui, pour moi, c'est l'une des solutions, je suis clair, mais à une condition, c'est de pratiquer le référendum quand on devrait le pratiquer. C'est-à-dire que le référendum, et je n'ai jamais peur de le dire, le référendum doit être un plébiscite. Ça veut dire que le référendum, il faut assumer une dimension césarienne, si je puis dire, là-dedans, c'est-à-dire que le référendum a vocation à la fois à trancher des questions fondamentales. On peut penser à la fin de vie, par exemple. On peut penser à la question de l'immigration. On peut penser à la question du droit du sol à Mayotte, par exemple. Un référendum plus local qu'un grand référendum national, on est d'accord, mais peu importe. On peut trancher des questions par le biais du référendum, les grandes questions qui intéressent les Français. Mais lorsqu'on tranche la question, on peut en tirer les conséquences qui s'imposent lorsqu'on perd un référendum. Là encore, je suis désolé, je vais être précis. On me dit souvent, évidemment, Liselotte, pas chez vous, vous avez bien trop de goût pour me dire ce genre de choses. Mais tout de même, on me dit souvent, tu rêves, ta lecture n'existe pas, rien dans les textes n'oblige le président à démissionner s'il perd un référendum ou s'il perd une élection intermédiaire. Oui, c'est vrai, rien dans la Constitution ne le dit. Mais là encore, en 1961, lorsque tout ce petit monde autour de De Gaulle discute de la question, vous savez pourquoi ils ne mettent pas dans la Constitution ? Parce que De Gaulle dit clairement au Conseil des ministres qu'il n'envisage même pas qu'un président qui perd une élection intermédiaire pourrait rester en place. Ça veut dire, et il le dit de cette façon-là, il dit, sa petite phrase est terrible, il dit « Que restera-t-il de lui si l'un de mes successeurs perd et reste ? Que restera-t-il de lui ?» Et je ne peux pas m'empêcher d'y penser aujourd'hui. Que reste-t-il d'Emmanuel Macron ? Il a perdu une élection législative, il a bricolé le gouvernement Barnier, il a rebricolé le gouvernement Bayrou, et il est aujourd'hui un président fantomatique, avec 20% d'opinion favorable, dont on se demande comment il va encore faire pour
passer, je veux dire, même pas l'hiver, mais la suite des choses. C'est-à-dire qu'il ne reste c'est un spectre à l'Élysée. Donc, quand il dit que restera-t-il de lui, aujourd'hui, que reste-t-il de lui? Donc là où je m'interroge, c'est pas très compliqué, c'est que le référendum doit être un outil pour tester la légitimité autant que pour trancher des questions. Ça veut dire que lorsqu'il y a des grands arbitrages à faire, c'est ça l'idée matricielle du référendum, c'est que les grands arbitrages, ce que les Américains appellent souvent le showdown, c'est-à-dire lorsqu'il y a une lutte entre les pouvoirs, une lutte entre l'exécutif, le législatif ou le judiciaire, il appartient au peuple de trancher. Le peuple est l'arbitre en dernière instance. Si nous devions retrouver le référendum, et j'en serais ravi, il faudrait le pratiquer ainsi. Faire du peuple l'arbitre sur les questions qu'il doit trancher, parce qu'il appartient au peuple de trancher ces questions, parce qu'il est souverain, et en même temps se rappeler lorsqu'une élection intermédiaire ou un référendum a lieu, le président qui pose la question, qui prend le risque de la poser, doit partir si le peuple ne le valide pas. Ce sera à la fois une façon de restaurer une vraie hiérarchie des normes avec le souverain au sommet de la pyramide et une façon de rappeler que lorsque vous n'êtes pas légitime, vous ne pouvez pas rester en place. Vous l'avez vu, en deux temps, trois mouvements, on restaure l'ordre magique qui était celle de la Constitution face en 1958 à 1969, tout simplement. Vous avez l'impression que on pourrait organiser en France un référendum en passant outre l'avis contraire du Conseil constitutionnel, puisque Laurent Fabius a expliqué en permanence qu'il ne suffirait pas de vouloir un référendum, qu'il faudrait encore que lui décide que le référendum peut avoir lieu. Mais admettons, on organise le référendum, Fabius ou son successeur dit non, ça vaut pas, c'est pas grave, l'État décide de l'organiser quand même, le référendum a lieu, et le résultat est envoyé à la face du Conseil constitutionnel, et vous pensez que le Conseil constitutionnel, là, serait presque forcé d'admettre qu'il ne peut pas aller à l'encontre de la volonté populaire? Alors, Richard, je vais être pragmatique. Je rêve un peu, mais j'essaye vraiment de réfléchir à une action concrète. Sinon, ça ne vaut rien. En fait, ce qu'il faut faire, admettons, donc, organisons un référendum. Rêvons tous les deux, si vous voulez bien. On organise un référendum. La question posée est susceptible de passer sous les fourches codines du Conseil constitutionnel. En gros, Laurent Fabius ou demain Richard Ferrand, admettons, diront, ils ne manqueront pas de dire, votre question n'a pas à être posée parce qu'elle ne rentre pas dans les questions constitutionnellement acceptables, si je puis dire, ou état droitement acceptable, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'elle est contraire à l'Union européenne, au droit français, etc. Admettons. Évidemment, premièrement, comment ça va se passer? Premièrement, le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, n'a jamais rendu de jurisprudence qui permet d'être définitif quant au fait qu'il contrôle la question posée. Bon, je vous avoue, vu les menaces de Laurent Fabius, effectivement, je n'ai guère de doute sur le fait qu'il sortira du bois pour contrôler la mauvaise question qu'on voudra poser par référendum. Mais tout de même, aujourd'hui, il y a une dernière peut-être incertitude. Deuxièmement, et c'est une affaire que je rappelle en détail dans mon bouquin sur le référendum, la fameuse décision du Conseil constitutionnel de 1962, et elle émane du Conseil constitutionnel, bon sang, pas d'un organisme europééen, elle vient pas du président de la République, c'est une décision légitime, légale, rendue par le Conseil constitutionnel en 1962. En 62, le Conseil est saisi pour contrôler la question par De Gaulle, qui est l'élection voulez-vous ou non élire le président au suffrage universel direct. Qu'on soit clair, si on avait été tatillon et pointilleux, cette question, on ne peut pas la poser aux Français par le biais d'un référendum. En gros, cette question, elle est, si je puis dire, vous me permettrez l'expression, elle est illégale. C'est un peu compliqué que ça, mais admettons, la question du général de Gaulle est illégale. Le Conseil répond, le Conseil constitutionnel répond, je ne peux pas censurer cette question parce elle relève, parce que les Français disent oui au général de Gaulle, d'accord? Et le Conseil dit, parce qu'il ne m'appartient pas de contrôler l'expression de la volonté, de la souveraineté nationale lorsqu'elle s'exprime en direct. Ça veut dire que le Conseil dit, ce que le peuple tranche, je ne peux pas, moi, le contrôler. En gros, ça veut dire la question posée, le Conseil constitue ne peut pas la censurer. Ensuite, je vous donne un deuxième exemple. Il n'émane pas non plus de moi, il émane de Robert Badinter. Lorsque Robert Badinter était président du Conseil constitutionnel, rappelons-le, Robert Badinter, l'homme de l'abolition de la peine de mort, mitterrandien devant l'excellence, l'homme de l'état de droit devant l'excellence, un juriste qui pense comme il faut. Vous voyez, un homme, on dirait le cercle de la raison pour Alain Minc.
Robert Badinter est président du Conseil constitutionnel. Il est saisi sur Maastricht. Et le Conseil est saisi. Et Robert Badinter réfléchit, alors qu'il est membre du Conseil constitutionnel, mais si jamais les Français disent non à Maastricht, au référendum sur Maastricht, est-ce qu'on pourra faire quelque chose? Sous-entendu, est-ce que les juges pourront revenir sur le nom des Français? Et Robert Badinter a cette phrase que je n'oublierai jamais, il dit « Quand le peuple parle, les juges se taisent ». Je suis désolé de le rappeler, de le redire, pardon. Mais non, on est ravis, au contraire. Quand le peuple parle, les juges se taisent. Ça veut dire que lui-même dit, Robert Badinter, si le référendum tourne mal, entre guillemets, et que les Français ne veulent pas de Maastricht, on ne pourra pas tailler en pièces le résultat du référendum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2025, le président est élu. Évidemment légitime. Avec Emmanuel Macron, ce sera compliqué. Le président légitime, élu par une majorité de Français, qui fait une campagne claire, qui a le vent dans le dos. En gros, Donald Trump aux États-Unis, si je puis dire d'une certaine manière. La translation est un peu rapide. Je ne vois pas ce qui pourra l'empêcher de dire « Monsieur Laurent Fabius, membre du Conseil constitutionnel, vous, le grand sachem de la pensée juridique, je vous rappelle qu'en 1962, plus tard, ou sous Robert Badinter, vous avez vous-même dit, vos prédécesseurs disaient eux-mêmes, je ne peux rien contre le référendum. Merci de retrouver cette bienséance et cette réserve et cette précaution constitutionnelle qui devait être la vôtre à l'époque et dont vous avez même oublié l'existence, vous, grand sachem du mantra juridique ou politico-juridique. Évidemment, si cette lutte et cet affrontement n'est pas assumé, c'est clair, ne pourrions jamais rien faire. Mais je pense que ça commence par là, du courage et la restauration de ce qui marche. Quand ce qui a marché, je ne vois pas pourquoi nous devrions jeter le bébé avec l'eau du bain. On va finir sur ces mots, Guilain Benessa, et je vais rappeler le titre de certains de vos ouvrages pour nos auditeurs qui auront certainement envie de creuser cette question à travers vos analyses. On marche sur la tête, comment faire taire le peuple, le référendum impossible ou encore le totem de l'état de droit. Il y en a d'autres, mais ils sont à retrouver aux éditions de L'Artilleur. Merci beaucoup Guilain Benessa pour vos analyses, votre travail. Merci d'avoir partagé ça avec nous ce matin. On vous retrouvera très prochainement pour continuer à en discuter.